Bonjour à tous, c'est Aîné pour Nouvel Or. C'est la première vidéo d'actualité, donc on va revenir sur la semaine du 30 juin 2025, en plein milieu de l'année. Donc je vais regarder un petit peu plusieurs secteurs monétaires, plusieurs marchés. On va commencer en fait par les nouvelles de la semaine que j'ai sélectionnées avec l'aide du site du Journal du Coin, qui je trouve fait une bonne sélection de nouvelles et assez synthétique. Ensuite, on va parler des changes, des actions, du marché immobilier français, du marché crypto et de la dette, donc française, de ce qu'on a pu émettre. Donc c'est parti. Alors, le THCC en fait a eu lieu à Cannes la semaine dernière. Alors le THCC, c'est la grande messe d'Ethereum, donc la deuxième crypto. Alors Ethereum, j'en parlerai dans une vidéo ultérieure, mais c'est vraiment le laboratoire à ciel ouvert de la crypto. Alors c'est plus le seul maintenant, ça l'a été pendant assez longtemps. Mais sur Ethereum, beaucoup de projets ont lieu parce que Ethereum, c'est vraiment une blockchain qui permet de faire bien plus que des transferts monétaires en fait, hein. Donc c'est super, c'est vraiment une blockchain intéressante, je trouve. Et au fil des ans, parce qu'elle a 10 ans quand même, hein, mine de rien, ce qui est beaucoup dans ce secteur, euh, elle a, au fil des ans, elle a pu quand même réunir beaucoup de développeurs qui ont mis en place tel ou tel projet. Moi, j'ai participé à deux ETHCC quand c'était encore à Paris, avant la pandémie, euh, 2003 même, 2018, 19, 20. Et ça m'a permis en fait de participer, de voir déjà le grand Vitalik Buterin, et puis surtout de voir un petit peu quelle était cette effervescence, dans quel sens partaient les projets. Ça m'a permis aussi de rencontrer des gens qui ont enrichi mon premier livre. Et j'ai participé en fait aussi à des conférences, enfin en tant que spectateur, hein, euh, où je ne comprenais pas grand-chose parce que c'était très technique. Donc en fait, les contenus sont assez techniques. Donc cette année, il a eu lieu à Cannes et euh, il est tout à fait sous le haut patronage du maire, David Lisnard, qui est une figure politique en France dont vous avez peut-être entendu parler, hein. Il est chez les Républicains. Je crois qu'il est en train de se positionner pour 2027. C'est quelqu'un qui parle de sa ville avec beaucoup d'enthousiasme, de ce qu'il met en place, mais aussi sur des sujets plus nationaux. Et donc, David Lisnard, en fait, lui, il est plutôt un promoteur de la blockchain et des paiements en crypto-monnaie dans sa commune, dans sa ville de Cannes. Alors, il le répète aussi régulièrement, mais Cannes, c'est pas qu'une ville entre guillemets de riches, hein. Il y a aussi des quartiers défavorisés, des problèmes sociaux, et donc il y a un peu de tout, quoi. Et donc, il salue l'usage de la blockchain dans sa ville. Donc, on peut dire, pour vraiment résumer, que Monsieur Lisnard est pro-crypto. En tout cas, c'est ce qu'il fait sur place dans sa ville. Robinhood, le grand échange, enfin la plateforme boursière va proposer en Europe des actions tokenisées. Donc je trouve ça, c'est des infos qui sont très intéressantes en fait. C'est-à-dire, c'est des choses dont moi j'ai entendu parler depuis que je m'intéresse à la crypto. Et là, ça y est, c'est en train de se mettre en place. Alors, c'est quoi une action tokenisée? C'est un token. C'est un peu comme un ETF en fait, mais sur la blockchain. C'est-à-dire qu'un token que vous pouvez acheter va représenter une action. Par exemple, vous achetez un token je sais pas moi, qui représente l'action Apple. Donc ça vous évite en fait de passer par un broker en ligne normal, de devoir même l'acheter en dollars éventuellement si on peut acheter le token dans d'autres monnaies, d'avoir un compte, de devoir faire des démarches pour pouvoir détenir des actions américaines. Là, vous achetez juste un token, entre guillemets. Donc, et le token, son cours, bah, il réplique celui d'une action. Donc, ça ouvre en fait le marché des actions à potentiellement beaucoup de gens qui n'ont pas envie ou ne peuvent même pas faire ces processus, enfin passer par ces processus entre guillemets bureaucratiques pour être un détenteur d'actions. Ça peut éventuellement aussi permettre à des gens enfin, ça peut permettre de baisser les frais, en fait, tout simplement. Donc, je pense que c'est des choses qu'on va voir de plus en plus souvent, des actions tokenisées, parce que ça a quand même pas mal d'avantages. Et puis, qu'une action, enfin,
un token reflète le prix d'une action, le détenteur, enfin la société en question, je pense qu'elle n'est pas contre parce que bah, ça permet à encore plus de gens d'investir et de s'intéresser à cette société entre guillemets indirectement. L'ETF, puisqu'on parle des ETF, maintenant c'est l'ETF de Bitcoin de BlackRock qu'il a lancé il y a juste un an et demi, hein, c'est pas si vieux. Maintenant, apparemment, c'est le troisième le ETF le plus rentable du gestionnaire d'actifs sur 1197 quand même, donc c'est pas mal. Il y a un vrai engouement pour l'ETF Bitcoin de BlackRock. Donc là, c'est pareil. L'ETF Bitcoin de BlackRock, ça permet en fait d'acheter du Bitcoin sans devoir s'emmerder à passer par les plateformes crypto et avoir un compte dans les cryptos. Pour plein de raisons qui peuvent être réglementaires ou même pratiques, bah, il y a des gens qui n'ont pas envie de se mettre de fourrer leur nez dans la crypto, et alors que l'ETF, bah, c'est un outil de la finance traditionnelle. Donc là, c'est un petit peu l'inverse de la news précédente, c'est-à-dire on offre au marché traditionnel un outil de la crypto, alors que les actions tokenisées, c'est on offre des outils du marché traditionnel à des gens qui sont dans la crypto. Voilà, c'est un peu l'inverse. Donc c'est des passerelles en fait entre ces deux marchés qui se multiplient, qui sont permises par la technique et de plus en plus aussi, surtout par la réglementation. Parce que si BlackRock met le nez là-dedans, c'est que au niveau réglementaire, c'est complètement clean, hein, évidemment. Et puis certains d'entre vous en ont peut-être, mais en tout cas, Mark Zuckerberg va bien, hein, puisqu'il détient à peu près la moitié de ses actions. Non, peut-être moins maintenant, mais il en détient beaucoup en tout cas, puisque voilà, l'action de Meta atteint un nouveau record à ce prix-là. Elle avait bien chuté après en fait la conversion en méta parce que bah, le métavers ça a pas trop pris. Mais bon là ça va, hein, ça va très bien même. Et donc Bitcoin à l'heure où j'écris est proche de ses sommets autour des 110 000 dollars. Donc c'est une période relativement stable. Enfin stable c'est un mot dangereux quand on parle de Bitcoin, mais le niveau des 110 000 en fait il est là depuis 2 mois à peu près. Avec bien sûr des variations comme toujours, mais c'est un espèce de plafond sur lequel Bitcoin tape depuis ce moment-là. Bon, 2 mois, c'est pas immense, donc ça va peut-être encore durer, mais c'est toujours pareil. Il suffit qu'une nouvelle particulière se fasse jour pour crever le plafond, ou à l'inverse, pour retomber à 75 000 dollars, et là, il peut en profiter, évidemment. Enfin, évidemment, je pense. Ensuite, on continue. Alors, le petit jeu entre Jerome Powell et Donald Trump est intéressant parce qu'il se tient un petit peu dans les pattes. Jérôme Powell, en fait, un côté un peu flegmatique, et enfin, c'est pas une critique, hein, et un petit peu imperturbable. Et tant mieux, parce qu'il est censé être indépendant du pouvoir. Mais là, en l'occurrence, il dit quelque chose qui va plutôt dans le sens de Donald Trump, parce qu'il a qualifié la semaine dernière les stablecoins de progrès positif. Et donc, il confirme que leur cadre réglementaire avance rapidement. Donc, les stablecoins, c'est, pour ceux qui savent peut-être pas, ce sont des actifs numériques, donc des cryptos, quoi, qui sont liés, dont le prix est corrélé au prix d'un autre actif du monde réel. Enfin, ça peut être aussi un autre actif du monde crypto, mais en général, c'est du monde réel. Et les stablecoins, c'est plus important de loin, bah, les stablecoins sont simplement corrélés au dollar. Donc, c'est des stablecoins qui valent toujours un dollar. Euh, Sachant que la troisième capitalisation du marché crypto depuis bien longtemps, bah, c'est Tether qui est l'émetteur de l'USDT, qui est un stablecoin en dollars. Donc, en fait, c'est un petit peu là aussi des passerelles hybrides en fait entre le monde de la finance traditionnelle et la crypto, parce que c'est un actif de la finance traditionnelle dans le monde de la crypto. Et donc, des actifs qui sont chauds comme la pluie parce qu'ils valent toujours la même chose dans le monde traditionnel, donc ça vaut toujours un dollar par exemple. Mais ça a beaucoup d'avantages. Mais bon, je ferai une vidéo sur les stablecoins parce que ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Et c'est vraiment un marché qui explose, quoi. Enfin, dans le bon sens, hein, qui se développe très vite. Euh, les stablecoins sont peut-être le chaînon manquant en fait entre la monnaie fiduciaire traditionnelle et puis les MNBC. En tout cas, c'est clairement le rôle qu'ils sont en train de jouer aux États-Unis, puisque Donald Trump ne veut pas un dollar numérique, mais par contre, il pousse les stablecoins. Alors, ça, c'est pour moi une nouvelle aussi très importante. C'est que
les entreprises traditionnelles achètent de plus en plus de Bitcoin pour leur trésorerie. Comme elles achèteraient de l'or, comme elles achèteraient du bon du trésor, comme elles achèteraient des actions. Voilà. Euh, le Bitcoin est devenu vraiment un outil de trésorerie tout à fait reconnu, normal. Pas beaucoup en Europe, un petit peu, hein. Il y a The Blockchain Group en France, malgré son nom, qui est une entreprise française qui en achète régulièrement quelques dizaines. Mais les gros acheteurs sont aux États-Unis et au Japon. Le plus grand étant Strategy, une entreprise qui fait à l'origine juste des logiciels informatiques et qui en détient aujourd'hui 600 000, hein. C'est beaucoup 600 000, hein, sur 20 millions, c'est pas négligeable. Donc, au premier semestre de cette année, qui vient de se clôturer, on a pratiquement 250 000 bitcoins qui ont été achetés par des entreprises cotées. Donc, c'est immense. Enfin, c'est vraiment, c'est fois 4,75, presque fois 5 en un an. Euh, et en parallèle, il y a aussi les achats réalisés par les ETF, parce que quand vous achetez un ETF Bitcoin, il faut que l'organisme qui vous vend l'ETF ait un Bitcoin dans sa trésorerie, hein, parce que ça réplique le cours du Bitcoin. Et donc, les BlackRock et tous leurs amis, les Grayscale et compagnie, ils achètent aussi du Bitcoin. Donc ça porte bien le cours du Bitcoin, à tel point que des fois, je me demande pourquoi le cours n'augmente pas plus vite, parce que si on a des entreprises cotées qui en achètent et des gros gestionnaires d'actifs comme BlackRock, ça devrait pousser le coût encore plus, sachant que ça reste un marché tout petit, hein, par rapport au marché des échanges, des actions. Le marché de la crypto, c'est tout petit, hein. On verra ça aussi. Et donc, logiquement, euh, l'ETF de Bitcoin de BlackRock, avec tous les frais de transaction qui sont derrière, et étant donné qu'il est très prisé, et ben, ça leur rapporte beaucoup, hein. Ça leur rapporte même plus maintenant que leur ETF sur le S&P 500, ce qui est vraiment l'indice phare de la bourse américaine, les 500 plus grandes capitalisations. Et ben, BlackRock génère plus de revenus avec son ETF Bitcoin. Donc c'est vraiment une ascension dont on ne se rend pas forcément compte quand on s'intéresse pas au sujet, mais qui est importante. Et last but not least, les États-Unis, aux États-Unis, alors Jean-Luc Decaune l'explique bien dans une vidéo que vous pouvez regarder, parce que c'est pas aussi simple que ça en a l'air, mais bon, là je vous donne juste un résumé, une synthèse. La crypto va entrer officiellement dans le calcul des crédits immobiliers, c'est-à-dire le patrimoine que vous avez pour pouvoir emprunter. Je ne pense pas que ce soit le cas en France. Ça, je suis assez sûr que non. Après, vous pouvez toujours vendre vos bitcoins et mettre l'argent sur votre compte. Et donc, bon, bah, l'argent, ça devient des euros ou en France. Et du coup, ça rentre dans le calcul de votre patrimoine pour acheter de l'immobilier, pour, en fonction de ça, obtenir un prêt. Aux États-Unis, en fait, ils sont en train de se passer de cette étape où vous devez reconvertir vos bitcoins en dollars. Ils vous laissent, vous pouvez laisser vos bitcoins sur votre compte en bitcoin, sans les convertir, et c'est pris en considération dans le calcul des crédits immobiliers. Donc, on va toujours dans la même direction, c'est-à-dire que le bitcoin devient de plus en plus un actif entre guillemets normal. On le voit ici avec l'ETF, l'ETF de BlackRock, les achats de bitcoin par les entreprises cotées et la prise en compte du Bitcoin dans le calcul de votre patrimoine dans le but d'obtenir un crédit immobilier. Donc c'est vraiment probablement la vision qu'avait Satoshi Nakamoto quand il a créé le Bitcoin. C'est ce qui est en train de se réaliser et c'est assez phénoménal. Voilà. Après voilà, je vous montre rapidement quelques graphes pour voir un peu ce qui s'est passé sur la semaine passée et même plus avant. Donc, je ne sais pas si vous en avez rendu compte, mais le dollar est enfin l'euro est très très en forme. Alors, c'est pas l'euro qui est en forme, c'est que euh, avec les annonces de Trump et puis la machine à billets qui tourne à plein régime aux États-Unis, le dollar en fait, et puis les droits de douane. Enfin, quand je dis les annonces de Trump, c'est ça. Les droits de douane, et on sait que Trump veut que le dollar baisse, et il y arrive, d'une manière ou d'une autre, hein, parce qu'on ne sait pas tout. Mais en tout cas, le dollar est très bas, hein. Vous voyez depuis, parce que là c'est l'euro, donc plus ça monte, plus ça veut dire que le dollar est bas. Moi, je peux vous dire que j'en ai bien profité, parce que j'ai fait 2 voyages dans des zones dollars au premier semestre, et j'étais même pas conscient en fait que le dollar, j'avais pas regardé. Et que le dollar était si bas, et c'était cool en fait, parce que si vous achetez des produits en dollars, y compris les cryptos d'ailleurs,
qui sont majoritairement cotés en dollars, euh, bah, c'est cool parce que l'euro est fort. Alors ça nous arrange pas forcément puisque un euro si fort, ça pénalise nos exportations, mais bon, on n'est pas à une faiblesse près en Europe, à la limite. Mais en tout cas, voilà, le dollar est faible contre toutes les monnaies. Et en fait, à part les monnaies européennes, euh, la plupart des monnaies cherchent à s'affaiblir parce que pour pouvoir exporter. Mais voilà, donc nous, pour acheter à l'étranger, notamment de l'énergie, et pour voyager, bah, c'est sympa d'avoir un dollar aussi faible. Voilà, profitez-en. Là, je mets juste les deux événements majeurs de Trump, donc son élection en novembre et puis le fameux Liberty Day où il a sorti sa liste de tarifs douaniers le 2 avril et où vous voyez un peu l'impact sur les cours en fait. Ça a renforcé le dollar quand il a été élu parce qu'il y avait Make America Great Again. Et donc vous avez vu pendant l'hiver, le dollar était à des niveaux en fait qu'il connaissait depuis un certain temps, mais il était redevenu même plus fort, hein, parce que vous voyez la courbe qui baisse, ça veut dire que l'euro baisse. Après, au fur et à mesure, parce qu'il a commencé à faire ses annonces en mars sur les droits de douane, eh ben, ça a boosté en fait, enfin ça a nui entre guillemets au cours du dollar. Enfin, c'est pas forcément mauvais, hein. Et donc l'euro a monté. Les marchés actions, alors eux, c'est la fête, hein. Ils s'éclatent. Il y a eu quelques secousses justement à cause des annonces de Trump que je remets là. Mais à part ça, voilà, je vous ai dit précédemment que Meta a atteint son plus haut. Euh, le Microsoft et Apple vont toujours extrêmement bien. Le S&P 500 a atteint un plus haut. C'est toujours pareil en fait. On continue à émettre de la monnaie surtout les États-Unis, mais l'euro n'est pas en reste. Donc bah, cette monnaie, il faut bien qu'elle s'investisse quelque part. Donc elle s'investit beaucoup dans la dette des États, puisque les États sont sont très émetteurs de dette. Mais il en reste quand même pas mal pour investir dans les marchés actions. Donc c'est la fête, hein. On est toujours dans une fuite en avant, les armes montent au ciel. Les valorisations des entreprises n'ont plus aucun sens. Enfin, euh, la valorisation de Apple ou Microsoft, c'est pratiquement le PIB français, donc bon, voilà. Mais bon, quand on investit dans ces entreprises, quand on touche des dividendes, quand on s'appelle Warren Buffett ou Bernard Arnault, etc., ben on est content parce que c'est des gens qui touchent des milliards en dividendes seulement par an, sans rien faire. Enfin, sans rien faire. Ils sont investis. Mais en tout cas, voilà. Vous voyez un peu le marché action. Donc, quand on regarde juste pour clarifier les choses, on a Nvidia qui, je vous rappelle, est un fabricant de cartes à puce, enfin, de cartes graphiques, pas de cartes à puce, euh, très prisée parce que en fait, les cartes graphiques sont beaucoup plus efficaces que des cartes mères normales pour faire les calculs requis par l'intelligence artificielle, mais aussi le minage de crypto-monnaies, parce qu'elles peuvent en fait se concentrer beaucoup plus sur une tâche unique et ça les rend beaucoup plus efficaces. Et en fait, c'était un peu la surprise du chef parce qu'NVIDIA, au début, bah, ils voulaient faire des cartes graphiques hein, pour les jeux, pour les ordinateurs en général. Mais et puis ils se sont rendus compte enfin beaucoup se sont rendus compte que c'était extrêmement efficace pour les usages dont je viens de parler. Et Nvidia, aujourd'hui, bah, elle vaut presque 4 000 milliards de dollars, tout simplement. Voilà, c'est la fête, hein. Donc plus que le PIB français, hein. C'est un fabricant de cartes graphiques. Voilà. Donc, Nvidia est évidemment extrêmement boosté ils ont des carnets de commandes jusqu'en 2055. Euh, Ils sont extrêmement boostés par bah, l'intelligence artificielle. Donc, évidemment, les fondateurs, ils sont multimilliardaires. On les voit d'ailleurs, hein, ils ont l'air sympas. C'est des développeurs qui se sont réunis un jour dans les années 90, qui ont décidé de fonder ça et donc bien leur en a pris. Après, bon, on a toujours un peu les mêmes, hein, Microsoft, Amazon, Apple. Alphabet, c'est Google. Meta Platforms, bah, c'est Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Saudi Arabia, donc c'est un petit peu l'exception, c'est la société d'Arabie Saoudite de pétrole. Broadcom Incorporated et Berkshire Hathaway, bah, c'est le fonds d'investissement de Warren Buffett. Et là, la société qui manque, c'est Tesla. Bon, en fait, je triche un peu parce que c'est la 11e. Mais Tesla, en fait, l'application de Elon Musk dans la politique n'a pas trop marché. Et du coup, ça a plutôt nui à l'action de Tesla. Et là, mais Elon Musk continue, hein. Vous avez vu il a fondé son America Party. Il est en croisade contre la dette. Et même dans une certaine mesure contre la monnaie fiat, le dollar, mais pour pas, entre autres. Et donc, il crée son America Party. Donc, en fait,
Je pense qu'Elon Musk, il est pas là pour, enfin, il a assez d'argent, je pense. Il est là pour cette société, mais voilà, il a 57 ans, et donc voilà, il voudrait faire quelque chose dans les 50 ans ou 60 qui lui reste à vivre, qui a du sens. Et donc, si ça lui coûte encore 100 milliards de dollars, en fait, je pense qu'il s'en fiche. Donc, moi, je trouve ça assez cool, mais bon, il y en a, chacun son avis. Et en tout cas, voilà, il continue, mais cette fois, évidemment, pas avec Trump. Donc, vous voyez, là, il y a beaucoup de chiffres verts, en fait, ici. Et ça vous donne un petit peu une idée des entreprises qui valent le plus, si vous le saviez peut-être pas. Après, regardons un petit peu la France. Alors, en fait, en France, le marché immobilier dégringole depuis à peu près 3 ans. On va le voir sur la courbe juste après. Et donc là, on a les notaires qui nous donnent des chiffres des ventes. Alors, en fait, là, c'est les indices de prix. Donc, le prix des logements continue à baisser, mais on a une petite reprise au milieu, vous voyez, sur les appartements anciens sur les 3 derniers mois. Mais globalement, le marché est orienté à la baisse. Bon, le marché immobilier est beaucoup lié à trois choses, en fait. Bon, l'économie en général, la fiscalité, bon, qui a pas changé beaucoup en France, et qui est lourde, et, et les taux d'intérêt. Et donc, comme les taux d'intérêt, en fait, depuis un peu plus de 3 ans maintenant, ont augmenté, on le verra aussi dans une vidéo, parce que c'est assez, bon, sur le marché immobilier, c'est assez clair, hein. Évidemment, quand on emprunte, bah, le prix qu'on paye pour son prêt dépend des taux d'intérêt, qui atteignent des niveaux assez élevés. D'ailleurs, aux États-Unis, on a du 6-7%. C'est assez dissuasif quand même, hein, parce que on avait eu des taux d'intérêt ridicules jusqu'en 2021, qui a même en dessous de 1%. Bon. Mais ça a un impact sur le marché. Et vous voyez, voilà, c'est ça. Donc là, c'est le nombre de transactions sur une année. Donc une année mouvante. Donc, par exemple, sur février 2025, c'est depuis mars 2024. Donc c'est sur une année. Et donc alors, si on est optimiste, on peut dire que vous voyez la fin de la courbe là, qu'il y a une légère reprise des ventes d'immobilier. Mais bon, c'est pas encore. Faut voir, hein. On se reverra, on en reparlera. Mais en tout cas, vous voyez en fait cette courbe. Alors voilà, je la mettrai en parallèle avec la courbe des taux d'intérêt, mais elle se ressemble à 6 mois d'écart. Voilà. Le marché du crypto, alors lui, il va bien. Il est bien orienté. Euh, vous voyez les chiffres là au milieu. Bon, malheureusement, ma tête cache un peu, mais je vous mettrai le PDF de toute façon en lien, vous pourrez le télécharger. Euh, alors là, je ne sais pas si vous connaissez ce tableau, c'est CoinMarketCap qui le met à disposition constamment. Donc vous voyez le Bitcoin qui a 108, 109 1000 dollars, l'Ethereum qui va assez bien, mais il faut savoir que l'Ethereum a valu presque 5000 dollars en 2021, hein. Voilà. Donc moi je pense que l'Ethereum a un potentiel de progression, mais je suis tout constamment contredit par le marché qui s'entête à investir dans Bitcoin. Quoique, il commence à y avoir des entreprises qui, au lieu d'acheter du Bitcoin pour leur trésorerie, achètent de l'Ethereum. Ça, je trouvais ça aussi intéressant. Le BNB, c'est la monnaie de Binance, le premier échange crypto. Et il y a aussi des entreprises qui commencent à investir dans le BNB. Enfin, de toute façon, les cinq qui sont là, il y a des entreprises qui commencent à investir. Bon, l'écrasante majorité des investissements en trésorerie des entreprises ou pour les ETF, c'est chez Bitcoin, hein. Mais ça commence à apparaître. BNB, Ethereum, Solana, même et le Ripple à droite. Alors Ripple c'est très particulier. Je ferai, euh, je ferai une partie d'une vidéo sur le Ripple parce que c'est une crypto très particulière. Mais c'est une crypto qui marche super bien. Donc là c'est les 5 premiers en fait, hein. Alors ils sont pas dans l'ordre parce que puis il manque le Tether parce que le Tether bon il vaut toujours 1 dollar donc ils l'ont pas mis, ça c'est pas très intéressant. Mais Bitcoin premier, Ethereum deuxième, Tether troisième. Et BNB quatrième. Non, alors, je pense pas que BNB quatrième, je pense que c'est le Ripple. Après, BNB et Solana, ça c'est bon. Euh, donc voilà, ouais, le marché des cryptos. Il fait 3,36 trillions, donc c'est-à-dire 3 360 milliards de dollars de capitalisation, hein. Sachant que Nvidia, qui est la plus grosse entreprise en capitalisation boursière, vaut 3 890 milliards, hein. Donc Nvidia toute seule
c'est plus que le marché de la crypto. Voilà. Et même, je pense, Apple, la deuxième était aussi au-dessus de ça. Donc voilà. Et le volume, il est. Alors, par contre, les volumes sont relativement bas, en fait. Le marché crypto est un peu assoupi en ce moment. Mais les valorisations sont bonnes. Donc, c'est pas si mal, en fait. Je pense que voilà, il faut une grande annonce. Alors, faut pas croire que ça va attendre la rentrée, hein, parce que l'année dernière, c'est le 5 août qu'il y a eu comment dire, une baisse significative du marché de la crypto, parce qu'il y a eu cette crise du carry trade au Japon. C'était le 5 août, donc c'était en plein milieu de l'été, hein. Donc il peut se passer des choses tout le temps. Moi, je serai là pour les suivre. Je suis les marchés constamment et je vous ferai ma petite revue et on en reparlera. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire, mais la France continue à placer sa dette sans souci. Donc l'agence France Trésor communique le placement de la dette de la France dans ce petit tableau qui est bon, qui est plutôt synthétique. La ligne que je trouve intéressante, c'est la ligne le taux de couverture. Euh, donc vous voyez que les OAT, donc obligations assimilées au Trésor français, vous voyez le taux en dessous sur ces 10 ans. Euh, Elles sont sursouscrites. Vous voyez, taux de couverture 2,32, 2,77, 2,81. Donc ça veut dire 2,32 fois, par exemple, pour la première tranche, la moins chère, la moins attractive, entre guillemets, parce que ça vous sert du 3,20%. Déjà, il y a 2,32 fois plus d'offres que ce que l'État français met sur le marché. Ok. Donc, l'État français n'a aucun problème. On verra pourquoi, mais pour faire simple, c'est parce que il y a de l'argent magique en fait. Donc, tant que l'État français sert du 3,2% et que vous pouvez trouver de l'argent magique moins cher ailleurs, par exemple au Japon, ça continuera, hein. Donc, voilà. Donc, l'État français continue à s'endetter non-stop, hein, avec l'agence France Trésor, à émettre, à émettre. Ils ont des calendriers d'émissions, ils ont plusieurs types de produits. euh, et ça continue. Voilà. Voilà. J'espère que vous êtes content d'apprendre ça. Je vous mets ça juste pour votre information. C'est très structuré, c'est bien géré, etc. Et ça continue. Voilà, voilà, c'est tout pour cette première revue d'actu. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre le lien vers le fichier, si ça vous intéresse, que vous puissiez le télécharger. Et ce que je fais en fait, c'est que dans mes fichiers, je cache des liens en fait. Donc si vous cliquez sur un graphique, vous aurez aussi le lien. Et donc vous pourrez voir la version actualisée de ce graphique. Et si vous voulez la version originale, c'est celle qui est tout simplement dans le fichier PDF, hein. Voilà. Donc voilà, c'est Né, Nouvel Or, première revue d'actu, content d'être là. N'hésitez pas à mettre un pouce, surtout mettez des commentaires parce que j'ai envie de savoir ce qui vous intéresse le plus. Il y a certains de ces slides, bon, je veux pas, enfin, si je les mets chaque semaine, ça va être un peu chiant parce que ça va se faire pas beaucoup. Donc je vais un peu voir comment est la structure. Et puis si j'oublie un marché en particulier qui vous semble important, l'or par exemple, je sais pas, je pourrais aussi l'ajouter. En tout cas, voilà, moi ce que je veux faire, c'est cette revue des marchés monétaires, y compris l'immobilier qui pour moi est un marché important. Je veux faire ça toutes les semaines et interagir avec vous, et savoir ce qui vous intéresse. Et au fur et à mesure, vous expliquer des choses pour comprendre un petit peu le monde dans lequel on évolue et tous ces concepts que nos médias mainstream parfois oublient de commenter ou d'expliquer. Voilà, à bientôt, merci.